Hello les amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici. C'est mon dernier jour sur Koh Lanta et j'avais envie pour ce dernier jour de vous parler d'une pratique que j'aime tout particulièrement qui est très structurante pour moi. Et ceux qui le savent, ceux qui me connaissent, quand je reviens de ces pratiques-là, je suis complètement transformé. Une sorte de béatitude m'incarne et j'ai beaucoup de clarté dans ce que je veux faire. Ouais, je suis boosté pour les 3 mois qui suivent. Alors, je vais aller vite dans le sujet. Cette pratique, ça s'appelle, enfin moi je l'appelle la retraite en pleine nature sauvage. Voilà. Alors j'avais l'intention justement aujourd'hui de vous en parler, vous expliquer un peu à quoi ça consiste, comment je procède, peut-être vous raconter quelques anecdotes pour aussi vous permettre de, peut-être si vous avez envie d'essayer vous-même, et puis vous dire aussi ce que ça m'apporte. Voilà. Alors, très simple. Retraite en pleine nature sauvage, ça consiste simplement à se retirer du monde, de notre monde habituel, technologique et tout ça. Donc on coupe les ondes, on ne maintient plus de lien. Et on part en solo, en pleine nature. Alors, également, je fais vœu de silence. C'est-à-dire que pendant l'intégralité de la retraite, je ne vais pas parler. Et je fais vœu de connexion aux éléments. Et je fais vœu d'abandonner, de m'abandonner totalement à cette nature et d'abandonner le mental. Les projets, les réflexions. J'essaye au maximum d'être présent à la nature, présent à moi, dans mon intériorité, et de jouer sur cette reliance. Je pars en général entre 3 et 5 jours, c'est variable, et j'en fais une par saison. J'aime beaucoup en faire à chaque saison. De toute façon, si j'en fais pas, je ressens le besoin vraiment au fond de moi-même, et c'est très rare que je rate une saison. Ça m'est arrivé cet été où j'étais tellement nourri que j'en ai pas faite l'été et je l'ai faite finalement au mois d'octobre. Mais j'ai eu un été indien extraordinaire. J'étais dans le Haut-Languedoc et du coup ça ressemblait à une retraite d'été. Ouais, je rends grâce à cette magnifique météo qu'on a eue au mois d'octobre de cette année en France. En tous les cas, c'était extraordinaire. Voilà, alors comment je fais? C'est très simple, je pars avec un hamac, un tarp, c'est une sorte de voile pour couvrir, qui peut servir de tente de fortune, et puis qui peut couvrir le hamac de la pluie. Un duvet compétition, enfin ça c'est surtout quand je pars l'automne, le printemps et l'hiver, l'été moins, je le prends pas en général l'été. Et un matelas gonflable de qualité, que je mets au fond du hamac et qui me permet d'isoler de l'air frais parce que quand il y a du vent par exemple, le fond du hamac est frais. Je prends avec moi très peu à manger parce que l'idée c'est que je vais soit procéder à un jeûne, comme se fait dans l'association Jeûne et Randonnée, qui est je trouve que très bon pour le corps d'associer jeûne et randonnée. Soit je prends vraiment un kit de survie et je pars du principe que je vais m'alimenter dans la nature sauvage. Alors je rends grâce à François Couplan pour tous les savoirs qu'il m'a donnés sur la connaissance des végétaux et savoir s'alimenter dans le milieu sauvage. Et en fait, contrairement à une idée répandue, même maintenant, on peut vraiment trouver énormément à manger dans la nature, y compris dans des zones assez rudes. Je pense au climat méditerranéen. Moi,
voilà, j'habitais le Var et je faisais beaucoup de retraites dans ces pays-là. C'est des terres où on peut imaginer qu'il n'y a pas grand-chose à manger. En fait, c'est pas vrai. Il y a énormément à manger. Mais il faut connaître. Donc ça s'apprend. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, j'aime bien être dans une idée de chemin, de randonnée, avec l'énergie du voyage. Donc souvent, je me fais un parcours, mais je m'aménage de façon à ce que si je ne respecte pas le parcours, si j'en fais moins, c'est pas un problème. J'essaie de rejoindre le site de départ par un mode doux, idéalement le vélo, mais bon, des fois, je vais prendre la voiture. Et ensuite, une fois que je suis sur le site de départ, j'abandonne totalement les moteurs, tout ça, et je pars avec mon sac à dos, et puis c'est parti. Je me laisse porter par le chemin, et progressivement, je commence à me relier aux éléments. Alors moi, depuis que je suis tout petit, je me passionne de la nature sauvage, je me passionne du vivant. Et quand la plupart des enfants ils jouaient au foot, entre copains, quand j'avais une dizaine d'années, moi j'étais pas avec eux, j'étais dans des jardins et j'observais les insectes, j'observais les fleurs, les arbres, j'identifiais les microclimats et j'inventoriais tous les insectes, les animaux que je pouvais trouver sur les terrains. Chez mes grands-parents, j'avais inventorié, d'après un atlas, tous les coléoptères qu'il y avait dans la propriété. Et donc je fais un peu ça. Et j'observe, mais sans me dire ah tiens là c'est un chêne-liège, oh ils sont jolis, ou tiens là. J'essaie pas de caractériser, je me laisse complètement habiter par ce qui se produit. Et au bout d'un moment aussi, les sons des animaux, commence à repérer le son d'un chevreuil, les sangliers, etc. Et je me relie à cette nature. Dès que j'ai envie, je me pose et puis je vais regarder un point de vue, je vais méditer. Et là, je pars en méditation, mais sans aucune intention de temps, de limitation. J'y vais, quoi. Je le fais. Et puis après, c'est fini. Je vais me lever et puis je vais marcher un peu. Je vais me poser dans un coin. Je vais m'allonger. J'aime beaucoup m'allonger dans l'air ou sur un rocher, écouter le bruit de l'eau d'une rivière, etc. Je peux peut-être même m'endormir et puis repartir. Glaner un fruit sauvage, je vais tomber sur des alices, d'alisiers, je vais les manger et je vais me relier à ça. Et puis après, je continue mon chemin. Et puis je ressens, par exemple, le besoin de me connecter à une spiritualité. Je vais écouter je vais mettre un casque et puis je vais écouter les versets du Tao. Et m'arrêter sur un verset, me dire ah tiens, celui-là il m'imprègne beaucoup. Mettons que ce soit un verset, je sais pas, le 11e verset du Tao, il parle du non-être. On pourrait dire waouh. Et quand on est dans ces états de présence-là, on peut sentir ce que c'est vraiment le non-être. Ce que c'est que le vide à l'intérieur de soi. Le vide à l'intérieur d'une amphore, qu'est-ce que ça représente en fait à l'intérieur de soi? Quelle richesse ça nous donne? Et on peut cheminer avec ces choses-là assez longtemps. Et donc je laisse la maturité se faire, je laisse vraiment m'imprégner. Puis je continue à marcher. Et puis à un moment, je vais peut-être me poser. Le hamac est génial pour ça, il fait chaud. Je vais me trouver un sous-bois lumineux. Je vais être un peu fatigué et je vais faire une sieste. Ouais, juste une sieste. J'installe le hamac, je fais ma sieste. Je croise des randonneurs qui font ah vous avez raison, parce que je me trouve à un spot où j'ai une vue magnifique. Et puis ils me parlent et moi je leur réponds avec un geste. Je suis dans l'idée de ne pas parler, donc il y a souvent cette confrontation qui est très intéressante. Alors ils se disent soit que je suis muet, soit ils respectent mon jeu de silence. Je ne sais pas, mais en tout cas ça se produit. Et puis il y a cette idée de comment j'accueille l'autre dans cette retraite. Puis après je vais reprendre la marche, je vais nager en rivière, je trouve une rivière, je vais me plonger dedans. Et puis je vais regarder simplement des fourmis se déplacer.
le vent sur les feuilles, etc. Et là, on s'imprègne. Et le premier jour, il y a encore beaucoup le mental qui est présent. Puis le soir arrive, j'installe le hamac, et là, c'est une autre magie. J'ai pas réussi à trouver une complète sérénité. En général, le premier soir, il y a des petites peurs. Ah oui, alors je suis très bien équipé en lampe frontale et en corde. Donc j'ai des lampes frontales pour la lumière. Et les cordes me permettent de remonter mes sacs dans les arbres pour éviter que les animaux viennent se servir et viennent grignoter autour du hamac, ce qui peut être gênant. Moi j'ai des sangliers qui me rentraient dedans, des chevaux. Au Costa Rica, j'ai eu un boa qui est descendu. Une attaque de fourmis aussi. Voilà, donc faut gérer. Moustiquaire aussi, j'en prends l'été, très important. Et en milieu tropical, très très important. J'aurais pu éviter l'attaque de fourmis grâce à ça. Voilà. Bon, après, chacun fait comme il peut. Et c'est très important que chacun gère son truc. Alors, je précise que je vais dans des endroits qui sont magnifiques. Moi, j'aime les endroits telluriques où il y a de la pierre ancienne. J'ai beaucoup de plaisir à avoir pu faire ces retraites dans les zones siliceuses qui sont géologiquement très anciennes. Je pense notamment au Finistère, à la Bretagne, aux Ardennes, aux Vosges, aux Cévennes, au Massif des Morts et à la Corse, entre autres. Voilà le genre d'endroit que j'aime beaucoup, où il y a aussi une très belle énergie au niveau de la pierre. Bon, bref, je digresse, mais c'est vrai que oui, je passe beaucoup de temps à me connecter à la pierre. Donc des fois, je me pose sur des pierres, je médite sur les pierres, et on sent vraiment l'énergie. Comme dans les grottes, hein, c'est la même chose. C'est absolument, moi je vous le conseille, mettre ce soin autour des éléments minéraux qui nous apportent une énergie vraiment spéciale. Et bref, je continue. Et donc arrive cette première nuit, et cette nuit, ouais, ça peut être challengeant. Ouais, les peurs peuvent s'activer, enfin moi elles s'activent, et on se sent vraiment vivant. Objectivement, mon dernier souvenir de nuit difficile, c'était dans le Haut-Languedoc. J'étais sur un plateau, alors je me rappelle plus du nom, Carou, je crois que c'était Carou, le plateau de Carou. Et il faisait, la nuit tombée, il a fait extrêmement froid. En fait, j'avais pas envie de redescendre dans les zones où il y avait les hêtres, et j'ai décidé de rester sur le plateau. Il y avait une telle lumière magnifique. Et en fait, j'ai eu le ciel étoilé le plus beau que j'ai jamais vu. Parce qu'il n'y avait aucune habitation et que c'était une journée particulièrement claire. Mais qui dit nuit claire dit nuit froide. Et en plus, j'avais repéré des empreintes au sol et c'était des empreintes de gros chiens. En milieu sauvage, un gros chien, ça s'appelle un loup. Et comme j'avais pas d'arbre, j'étais à même le sol. Et mon duvet était posé au sol sur une couverture de survie avec le matelas. Point barre. Et j'étais pas fier. Parce que quand j'entendais des petits déplacements de quadrupèdes, j'essayais toujours de me dire, est-ce que c'est pas un loup Voilà. Alors, bon, les loups ont peur de nous, hein, en principe, donc ça va. Bon, après, j'ai des bonnes frontales. J'ai une frontale, il y a un dispositif de sécurité, ça met en éblouissement très fort et puis ça clignote. Ça, c'est très bien pour éloigner les animaux. Voilà, mais je suis pas super confort à ces moments-là. Bref. Ça s'est bien passé et le lendemain, quand j'étais sur ce plateau, le lendemain je suis descendu et il y avait une charmante habitation au bord d'une rivière, une femme qui a fait un superbe travail avec un jardin en permaculture et tout ça. On a passé la matinée à discuter. Et puis je lui ai dit, dites-moi, il a fait combien cette nuit? Et là elle m'a dit, oh, -7. Ouais, -7. Bon, elle était dans une vallée, donc plus froid, mais sur le plateau, à mon avis, j'ai eu -5. Et je lui dis, il y a des loups là-haut? Elle me dit, oh, il y en a plein.
Il y a le conservatoire qui est venu, il les regarde récemment. Elle me dit, vous avez dormi là-haut dans le refuge? Et je dis, non, non, j'ai pas dormi dans le refuge. Enfin, je lui ai pas dit. J'ai fait, si. Parce que je voulais pas qu'après, elle s'inquiète. Mais ouais. Voilà pour la petite histoire. Donc, ces premiers soirs, il y a toujours... Mais on se sent tellement vivant, objectivement. Alors après, je recommande pas à quelqu'un de le faire s'il n'est pas à l'aise avec la nature sauvage, primo. Et deuxièmement, s'il n'est pas à l'aise, on développe, lorsqu'on est passionné de nature sauvage, on développe cette capacité à entendre, à comprendre et à pas... Je dirais que c'est vraiment une aptitude qu'on a en nous. Moi, je me rappelle au Costa Rica, je repérais les animaux et il y avait des guides qui me disaient mais c'est impressionnant que tu saches le faire parce que la plupart des touristes, ils savent pas le faire. Et les gens me demandaient comment tu fais. Et en fait, j'utilise l'oreille, quoi. C'est les sons qui me permettent de repérer les animaux. Et après, il y a une sorte de vision globale et on arrive à voir un petit mouvement qui se fait. Enfin, j'ai passé des mois, des années à faire ça quand j'étais petit. Et je continue toujours. Bref, le premier réveil, il est magique aussi. Parce que là, on a été comme nettoyé par cette nuit en pleine nature. Rien que ça, c'est magique. Vous pourriez commencer par une journée déjà et faire une nuit après. Déjà pour vous imprégner. Moi, j'ai commencé peut-être progressivement. Je crois que j'ai fait ça, ouais. Déjà pour tester le matériel, c'est important. Et la deuxième journée, bah là, moi, je pense par exemple à un exemple dans les Finistères où j'avais mis le hamac mais à un endroit magnifique. Alors j'avais mis du temps à le trouver. Parce qu'avec le temps aussi, on cherche des endroits où il ne fait pas trop froid, etc. Et là, j'étais au bord de la mer, mais en hauteur. Donc il faisait bon et j'avais une vue extraordinaire. Et puis je me suis levé, j'ai glissé sur un rocher et j'ai médité. Et en sortant de ma méditation, il y avait un couple qui était derrière et qui me fait « Ah, vous avez tout compris, vous. Là, c'est trop beau. » Et bon, je n'ai pas répondu. J'ai juste fait un signe de tête. Et voilà, et vous voyez qu'en fait, tout est donné, tout est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose de plus compliqué. La beauté, elle est là. Et donc après, bah, je peux reprendre mon chemin. Écrire sur mon carnet des inspirations que j'ai eues, des idées qui ont émergé de certaines choses. Je fais aussi des méditations guidées. J'aime beaucoup les méditations guidées de Joe Dispenza. Il y en a qui sont très longues, qui durent 1h30. Et ben c'est parfait dans ces conditions. Parce que moi, je m'impose aucune obligation de temps, aucune obligation de faire. Et je me laisse porter par ce qui est présent dans l'instant. Donc je peux me poser dans l'herbe, dormir, me réveiller, marcher un peu, regarder un paysage, observer des plantes, observer des insectes, observer le vent dans les feuilles des arbres, et puis repartir. Écouter des versets du Tao, m'inspirer de cela, croiser un regard, être au contact de l'urbanité, enfin de l'humanité, voir des gens en fait, souvent les randonneurs. C'est challenging dans mes retraites, ces passages-là, et j'essaie de le faire avec le plus de bienveillance possible. Voilà, un petit peu l'idée de la retraite. Donc au deuxième jour, il se passe des choses. Troisième jour, c'est encore plus profond. J'aime beaucoup me relier à l'eau, trouver des rivières, me baigner nu dans les rivières. Et progressivement, on devient Robinson, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Et avec le temps, les pratiques, je commence à basculer dans un état de béatitude, d'émerveillement. Et là, j'ai plus envie de rentrer. J'ai envie de rester là-dedans. Alors comme je vous l'ai dit, je pars avec très peu à manger. Pour vous donner l'exemple, la dernière fois que je suis parti dans le Haut-Languedoc, il faisait quand même très chaud. J'avais pris 3 carottes,
3 pommes et 2 clémentines. Voilà, pour 4 jours. Et bien j'ai pas manqué. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait sur le chemin. Alors certes, oui, c'était, on va pas dire que j'ai mangé le nombre de calories que j'ai dépensé, ça c'est sûr, mais c'était largement suffisant pour avoir une belle énergie. À la fin de ce type de retraite, j'ai souvent des états de conscience modifiés, dans des états méditatifs. Je peux aller assez longtemps. Et je trouve une expansion vraiment une expansion du cœur. Et je me sens nourri par toute la nature environnante. Voilà pour ce petit témoignage. Essayez la retraite en pleine nature sauvage. Si vous avez des questions, je pourrais en parler beaucoup plus profondément. J'ai fait ça en 21 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de pratiquer, commencez-le et faites-le peut-être petit. Je préconise le hamac plutôt que la tente, parce que la tente, il faut trouver les terrains plats, c'est pas facile. Et essayez, et si vous essayez et que ça vous plaît, dites-le moi, ça me toucherait énormément. Voilà pour ce petit témoignage. J'espère que ça va vous donner l'envie d'essayer cette fabuleuse pratique. Moi, c'est une de mes préférées. Et j'espère aussi que ça vous donne envie de vous relier à la nature et de vous mettre en présence au monde. Gratitude, je vous embrasse les loulous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.